Lundi 9 janvier 2023, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. À la une de l'actualité de ce jour, les institutions et leurs collaborateurs sont toujours prêts à donner la main et travailler étroitement avec le président de la République et son épouse dans l'atteinte des objectifs qu'attendent le peuple malgache. Cela a été senti durant les présentations de vœux des institutions, des associations, mais aussi de ses collaborateurs au président de la République et son épouse aujourd'hui au Palais d'État d'Iavlou. Reportage. Un moment simple, empli de respect au Réamangin de la Nation et de la Charte de la République, c'est le résumé de la présentation de vœux pour cette nouvelle année ici à Iavlou aujourd'hui. Les institutions comme le Sénat, l'Assemblée nationale, la Haute Cour constitutionnelle, la Haute Cour de justice, les associations qui travaillent de près avec le couple présidentiel, comme l'association présidée par la première dame Mel Radzouiln, ceux du programme Fiarine également ont présenté leurs vœux pour la nouvelle année au président de la République, Ange Radzouiln et son épouse, la première dame Mel Radzouiln. Durant ce moment, le président Ange Radzouiln a rappelé que cette année 2023 est une grande année pour le pays. Cela marque la fin du mandat donné par le peuple au pouvoir actuel pour réaliser toutes les promesses faites au peuple. Ainsi, c'est un moment où chacun doit se donner la main pour travailler pour le pays et pour prouver que le pouvoir et toutes les institutions ont été dignes de confiance. Il ne faut pas oublier que cette année 2023 est une année électorale, l'élection qui est le seul chemin vers la démocratie. Madagascar est déjà prêt pour cela. Outre ceux déjà cités ci-dessus, la CENI, la grande famille de Viva et le groupe Injet sont également venus présenter leurs vœux au président de la République et son épouse ce matin. Et puisqu'on a évoqué dans ce reportage que l'année 2023 est une année électorale, justement, la CENI ou Commission électorale nationale indépendante a déjà élaboré divers projets pour faire face aux élections depuis la fin de l'année 2022 selon son rapporteur général. Il s'agit entre autres des appuis venant des organisations internationales, notamment des appuis matériels, techniques, mais aussi financiers. C'est un droit dont Madagascar doit bénéficier, toujours selon le rapporteur général de la CENI, étant donné que Madagascar est membre de ces diverses organisations internationales. Radraman Zatouf nous en dit plus. Le bon fonctionnement d'un processus électoral requiert divers critères, que ce soit techniques, matériels que financiers. Les détails de ces critères doivent être établis à l'avance, ainsi que la période de la tenue des élections. La CENI a déjà commencé la préparation et les réponses face aux divers critères afin de pouvoir passer à l'organisation des élections cette année. Au niveau des appuis venant des organisations internationales, cela se passe sous diverses formes, comme les autres aides déjà octroyées pour Madagascar durant les précédentes élections. Il s'agit entre autres des aides matérielles mais aussi financières. Ces aides ne signifient pas qu'il n'y a pas d'indépendance dans la préparation des élections selon les explications. Le rapporteur général au niveau de la CENI affirme que c'est le droit du pays de bénéficier de ces aides du fait qu'il est membre à part entière de ces organisations internationales. La refonte de la liste électorale se tient en parallèle avec l'élaboration de ces projets. Selon les statistiques, 8 millions d'électeurs sont inscrits dans la liste électorale jusqu'à maintenant. Partons à présent dans le sud du pays. Le taux de malnutrition dans la partie sud de Madagascar devra baisser comparé aux 2 dernières années selon le rapport des Nations Unies. Néanmoins, environ 2 millions de personnes sont encore victimes de la malnutrition dans les 21 districts qui ont fait l'objet d'enquêtes. Aucun district n'est classé zone rouge en malnutrition jusqu'à aujourd'hui, si chaque année, en cette période auparavant, la partie sud du pays est en plein kéré. Le point avec Cécile Sylvain et Anienne Martina. La page Facebook officielle de la région a publié ces images. Les cultures ont apporté des résultats. Les paysages dans la région sont verdoyants actuellement. Les cultures des maniocs ont apporté de bonnes récoltes, comme les maïs ainsi que toutes les cultures. Cette photo a été prise sur la route nationale numéro 13 aujourd'hui. On ne voit pas de paysage désert ni de sable comme à l'accoutumée. Le paysage est verdoyant. Ce ne sont pas des raquettes qu'on voit, mais des cultures qui longent la route nationale. L'IPC, une autorité mondiale en matière d'analyse de la sécurité alimentaire et de la nutrition des Nations Unies, confirme cette situation dans la partie sud du pays. Il affirme que l'alimentation dans le sud commence à s'améliorer par rapport aux 2 dernières années. Néanmoins, la malnutrition est toujours là selon le rapport de l'IPC. Actuellement, 2,23 millions d'habitants dans la partie sud et sud-est en sont toujours victimes. Selon les prévisions des Nations Unies, ce taux devrait baisser jusqu'au mois d'avril 2023 grâce à l'augmentation des récoltes.
Et toujours selon ses prévisions, il n'y aura pas de crise alimentaire sévère jusqu'au mois d'avril 2023. L'on sait que le mois de novembre 2022 au mois de mars 2023 est classé comme période de soudure. Les Nations Unies ont souligné que ce sont les pluies successives qui ont permis l'évolution de ces statistiques. Il y a eu également les aides et les divers appuis. Mais le kéré est toujours là et la situation actuelle devrait inciter à poursuivre la lutte contre la malnutrition. Ainsi, l'État met en priorité la situation dans le sud du pays à travers divers projets qui sont en cours actuellement, notamment le titre vert, la vulgarisation des techniques de culture efficaces face à la sécheresse, mais aussi le stockage des produits. Mais le plus grand projet est l'installation du pipeline des Fao qui approvisionnera en eau la population du sud. Toujours concernant les catastrophes naturelles, 211 personnes sont mortes à la suite des 6 cyclones qui ont frappé notre pays l'année dernière. Et plus de 190 000 ménages ont été victimes d'insécurité alimentaire en raison de la sécheresse dans le sud et le sud-est de l'île, selon le rapport établi par le Bureau national de la gestion des risques et catastrophes aujourd'hui. Le gouvernement, par l'intermédiaire de la BNGRC, a fourni des tonnes d'aide à toutes les victimes, à la fois celles qui ont souffert de la sécheresse et celles qui ont été sinistrées en raison des inondations. Reportage de Oubnien à Rassamman et Yves Janel. 211 personnes sont mortes à la suite du passage de 6 cyclones consécutifs dans notre pays en 2012. Plus de 15 000 maisons ont été complètement détruites et 106 000 ménages se sont retrouvés sans abri, selon le rapport fait par le Bureau national de gestion des risques et des catastrophes aujourd'hui. En 2022, la saison cyclonique a été intense, laissant de nombreux dégâts dans de nombreuses régions de Madagascar, en particulier dans la partie sud-est de l'île. Face à cela, le gouvernement a fourni une aide à 300 000 personnes sinistrées par le biais du BNGRC. Plus de 800 tonnes de riz ont été distribuées, 87 tonnes de légumineuses, de l'huile, du savon et divers ustensiles de cuisine. Outre les cyclones, la sécheresse a également causé de nombreux dégâts dans la partie sud de l'île. En raison du manque de pluie, 38 250 ménages ont été victimes d'insécurité alimentaire dans la région du sud. Ces sinistrés ont également reçu une aide et 533 tonnes de riz. En cette année 2023, on estime que l'impact de la sécheresse et du kéré dans la partie sud de l'île sera réduit en raison des précipitations déjà fréquentes en ce moment, a déclaré Elak Olivier Adjiakad, directeur général du Bureau national de gestion des risques et des catastrophes. Page économique à présent, 75% des districts de Madagascar ont été dotés d'éclairage public en un an. Le reste devrait en bénéficier pour cette année 2023 selon le ministre de l'Énergie et des Hydrocarbures, Ange Ramarsan, aujourd'hui. Cependant, cela requiert de l'effort et de la motivation de la part de tous les partenaires, surtout les organismes rattachés comme la JIRAMA, l'ADER qui est en charge de l'électrification rurale, l'OMH ou Office malagasy des hydrocarbures, mais aussi le ministre qui a affirmé que la population attend beaucoup de résultats de sa part. Reportage de Amiena Martina et Zarangenzo. 92 sur les 119 districts de Madagascar ont déjà bénéficié de solutions concernant l'électrification par l'État à travers le ministère de l'Énergie et des Hydrocarbures durant l'année 2022. Les autres districts, notamment les 25 restants, devraient en bénéficier cette année, selon les explications apportées par le ministre de l'Énergie et des Hydrocarbures. L'approvisionnement en électricité de tous les ménages malagasy figure également parmi les grands objectifs inscrits dans le deuxième Villerand du président de la République. La JIRAMA et l'ADER qui se chargent de l'électrification rurale ont un rôle très important dans l'atteinte de cet objectif. Ainsi, les travaux qui attendent le ministère sont encore nombreux pour cette année 2023. Le ministre Ange Ramarsan appelle ainsi à la motivation, que les fonctionnaires fournissent des efforts pour des résultats concrets. Il est à noter que la fourniture d'électricité à la population est importante dans l'économie du pays. Et la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a rencontré les étudiants victimes de l'incendie survenu le 2 janvier dernier à Woudvourne aujourd'hui. Outre les mesures déjà prises par les responsables au sein du ministère depuis l'incendie, la ministre Assomakou Elia Béatrice a tenu à rencontrer les étudiants pour les réconforter, leur apporter de l'aide, mais aussi apporter des solutions à leurs problèmes. Reportage. Le représentant des étudiants n'a pas hésité à demander de l'aide à la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique aujourd'hui pour résoudre les problèmes conséquents de l'incendie survenu ici à la cité universitaire de la Polytechnique de Woudvourne, notamment pour la rénovation de leur résidence. 3 incendies sont déjà survenus ici à Woudvourne selon ce représentant des étudiants.
Aucune réhabilitation n'a été faite, mais seulement des solutions d'urgence. Ainsi, ils demandent une rénovation totale des lieux. Même si les responsables au sein du ministère ont été déjà au chevet de ces étudiants depuis les récents incendies, la ministre de l'Enseignement supérieur a tenu à rencontrer les étudiants dès son arrivée dans la capitale aujourd'hui afin de les réconforter, leur venir en aide et leur apporter des vivres et des matériels. Selon la ministre, elle a déjà émis des consignes concernant la réhabilitation des lieux, mais aussi de préparer avec l'université et l'administration le dédommagement et le recouvrement pour tous les documents qui ont pu être brûlés dans cet incendie. Elle a aussi appelé les étudiants à être vigilants pour éviter ce genre d'incident. Outre les aides déjà octroyées depuis le jour de l'incendie, la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a apporté des aides, à savoir 22 matelas, 10 sacs de riz, 22 marmites, divers matériels pour les étudiants, des cache-bouches, mais aussi une enveloppe pour les étudiants sinistrés du bloc 15 de la Cité des étudiants de Woodvoorn aujourd'hui. Dans les actualités internationales, interventions militaires ont hurlé. Les bolsonaristes qui ont envahi par centaines et saccagé hier plusieurs lieux de pouvoir brésiliens. Une marée jaune et verte de radicaux violents qui refusent d'accepter le résultat de l'élection présidentielle. Le point avec France 24. La démocratie brésilienne attaquée en son cœur. En début d'après-midi, les partisans de Jair Bolsonaro forcent les cordons de sécurité. Ils parviennent à accéder à la place des trois pouvoirs et à investir le toit du Congrès. Sur ces images, les supporters de l'ancien président d'extrême droite tabassent un policier chargé de garder les lieux. Quelques minutes plus tard, les bolsonaristes cassent des vitres. Les lieux du pouvoir brésilien sont envahis. L'hémicycle du Sénat, la Cour suprême et même le palais présidentiel. Ici, on voit le Congrès inondé à cause de l'activation d'un système anti-incendie. Une protestation violente contre l'arrivée au pouvoir il y a une semaine de Lula. En déplacement à Sao Paulo, le président de gauche prend la parole et menace les émeutiers. Il n'existe pas de précédent en ce qui concerne les actes de ces personnes. Et pour cela, ces personnes doivent être punies. Nous allons découvrir ceux qui financent ces vandales qui sont allés à Brasilia. Ils seront punis avec toute la force de la loi pour ce geste irresponsable, pour ce geste antidémocratique et ce geste de vandalisme fasciste. Lula a décrété l'intervention fédérale jusqu'au 31 janvier. L'armée est à présent en charge de la sécurité du district fédéral de Brasilia. Sur place, les forces de sécurité reprennent un à un les bâtiments modernistes construits par Oscar Niemeyer. L'invasion des lieux du pouvoir brésilien a duré plus de 3 heures. Selon plusieurs médias, des centaines de bolsonaristes ont été arrêtés par la police lors de cette journée d'émeute. Et des centaines justement de partisans de l'ex-président brésilien d'extrême droite Jair Bolsonaro ont envahi le Congrès, le palais présidentiel et la Cour suprême à Brasilia une semaine après l'investiture du président de gauche Lula dont il refuse l'élection. Voici les principales réactions à l'étranger avec France 24. L'assaut des bâtiments gouvernementaux à Brasilia par des soutiens de l'ex-président brésilien Jair Bolsonaro a choqué de nombreuses chancelleries. La France, qui partage une frontière avec le Brésil, critique une attaque contre la démocratie. La volonté du peuple brésilien et les institutions démocratiques doivent être respectées. Le président Lula peut compter sur le soutien indéfectible de la France. Même son de cloche du côté de l'Union européenne, la légitimité de Lula da Silva, investi président le 1er janvier dernier, est incontestable pour le président du Conseil européen. Ma condamnation absolue de l'assaut contre les institutions démocratiques du Brésil. Soutien total au président Lula da Silva, élu démocratiquement par des millions de Brésiliens lors d'élections équitables. Aux États-Unis, Joe Biden se dit impatient de travailler avec le nouveau et seul président légitime à ses yeux, Lula da Silva. Je condamne l'assaut contre la démocratie et le transfert pacifique du pouvoir au Brésil. Les institutions démocratiques brésiliennes ont tout notre soutien et la volonté du peuple brésilien doit être respectée. J'ai hâte de travailler avec le président Lula da Silva. Dans la région, les présidents de gauche, chiliens et mexicains ont également fait part de leur condamnation. Avec d'autres chefs d'État d'Amérique latine, ils envisagent de demander une réunion du Conseil de l'Organisation des États américains pour évoquer la situation de la démocratie au Brésil.
Et pour la première fois depuis le début de la guerre en Syrie, une rencontre au niveau des ministres de la Défense turcs et syriens a eu lieu la semaine dernière. Les chefs de diplomatie devraient suivre en attendant la rencontre présidentielle. Et cette image que les Syriens de Turquie redoutent une poignée de main entre Erdogan et Assad. Alors que les prochaines élections prévues en juin se rapprochent, le sort des 3,5 millions de Syriens vivant en Turquie est devenu un sujet récurrent dans la campagne. France 24 nous en dit plus. Dimanche matin, dans le quartier d'Esenyurt à Istanbul, de très nombreux Syriens vivent ici, mais ils sont de moins en moins les bienvenus. Dans mon immeuble, il y a 90% d'étrangers. Bien sûr que leurs problèmes chez eux doivent être réglés, mais nous les avons déjà suffisamment accueillis dans notre pays. S'il y a la paix dans leur pays, je veux qu'ils partent. Mais à l'heure actuelle, ils sont victimes de la situation, donc ils peuvent encore rester. La mairie du district est aux mains du CHP, le principal parti d'opposition. Renvoyer les Syriens est devenu son principal argument de campagne. Ce matin-là, tout était prêt. Les bus, le pupitre, une cérémonie pour célébrer le départ de dizaines de Syriens était prévue, mais le gouvernement a gâché la fête en devançant la municipalité. Nos citoyens syriens ont été récupérés à leurs adresses et emmenés au bureau de l'immigration le plus proche. Et de là, ils seront renvoyés chez eux par les services de sécurité ou de l'immigration. Voilà l'information que nous avons reçue. La Turquie accueille plus de 3,5 millions de Syriens. La semaine dernière, le ministère de l'Intérieur a annoncé qu'en tout 535 000 d'entre eux, dont 60 000 en 2022, étaient retournés chez eux volontairement. Des retours volontaires? Personne ne retourne volontairement en Syrie. Personne ne va retourner dans un régime qui a tué, torturé et bombardé son peuple. Céline Kassem est syrio-canadienne. Cette double nationalité la protège et lui permet de parler plus librement. Le rapprochement entre Ankara et le régime syrien, un temps inenvisageable, est aujourd'hui sur les rails. Les gens, les Syriens qui vivent à l'étranger, surtout ici, ont peur et sont terrifiés. Ils ne savent pas à quoi s'attendre. Une normalisation avec ce régime, de la part de qui que ce soit, des politiques, des ONG, de n'importe quel pays, est humainement injuste. C'est contraire aux droits de l'homme. Associations et ONG sont inquiètes. Si même la Turquie d'Erdogan renoue le dialogue avec Bachar al-Assad, comment assurer la protection des Syriens vulnérables? Comment par exemple renouveler la résolution du Conseil de sécurité de l'ONU qui permet d'acheminer de l'aide humanitaire en Syrie depuis la Turquie et qui expire ce mardi? Mesdames et messieurs, ainsi s'achève cette édition pour ce soir. Nous vous remercions de votre attention. Restez avec nous dans la suite de votre programme de ce soir. Ce sera tout de suite après la série Scandale. Sur ce, très bonne soirée à tous et au revoir.